Bien, donc nous poursuivons avec nos trois invités ce matin sur la thématique Terre de talent et future puissance en matière de cybersécurité pour l'Europe. Alors c'est un des points qui a été évoqué ce matin sur la table ronde et nous avions le vice-premier ministre ukrainien qui a beaucoup parlé de cet enjeu de cybersécurité et de compétences. Le vice-président Margaris Chinas de la Commission européenne s'est exprimé aussi sur le sujet et on voit bien que cette problématique, cette dynamique des talents est absolument clé et en matière de cybersécurité. On va y revenir avec vous. Elle appelle à un certain nombre d'initiatives dont on va pouvoir parler ensemble avec Valéria Faure-Muncian, députée. Merci beaucoup, Madame la députée, d'être à nos côtés pour parler de ces sujets. Monsieur Daniel Markic, merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes le Director of the Croatian Intelligence and Security Agency. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation ce matin. Et nous avons toujours le très grand plaisir d'avoir à nos côtés le général Marc Boger. Donc vous êtes le commandant de la cyberdéfense au sein de la Gendarmerie nationale du ministère de l'Intérieur pour la France. Nous évoquons donc ces thématiques. Peut-être qu'on peut débuter avec vous, si vous voulez bien, Monsieur Markic, sur la stratégie qui est portée aujourd'hui, votre vision, les enjeux en matière de souveraineté pour la Croatie. Alors, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité pour cet événement. C'est, comme vous pouvez le penser, pour le directeur d'un service secret, de venir discuter de ces choses-là devant un public, c'est toujours une chose nouvelle, mais donc je vous remercie. De plus, mon point de vue sera un peu particulier quand on voit les capacités d'un pays comme la France, et je présume que le général et Madame la députée en parleront. Mon petit pays, la Croatie, un des plus jeunes pays de l'Union européenne, est très loin. Mais justement, c'est pour ça d'ailleurs que je participe à ces événements-là. On a commencé justement à nous adapter à ces nouveaux challenges, à nous préparer. Et c'est là qu'on parle des jeunes, c'est là que nous, en Croatie, on a reconnu que c'était à travers eux qu'on allait pouvoir s'atteler à ces nouveaux challenges. Et donc, nous avons créé des nouvelles structures cyber en Croatie, en particulier mon service. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme nous avons une pandémie depuis ces 2 dernières années, on voit que c'était justement le moment. On estime que toutes les menaces qu'on a dans le monde réel se reflètent dans le monde numérique. Et quand on voit que depuis 1 an et demi ou 2 ans, finalement, on vit tous dans un monde numérique, plus ou moins, à part mes employés qui, eux, ont dû venir travailler malgré la pandémie, toutes ces menaces existent sur le plan numérique. Et nous l'avons bien constaté. Comme vous le savez, au début de la pandémie, d'ailleurs, la Croatie avait la présidence de l'Union européenne. Et on avait fait beaucoup de plans, d'ailleurs, pour cette présidence. Et finalement, au bout d'1 mois de présidence, tout a été fermé. Et finalement, ça a été crisis management pour la Croatie au nom de l'Union européenne. Et c'est là qu'au niveau numérique, nous avions vu ces menaces qui existaient depuis quelques années s'accentuer. Ces attaques, en particulier les attaques cyber, sur les institutions croates. 3 grandes institutions dans mon pays sont des cibles de ces attaques. C'est surtout le ministère de la Défense, des Affaires étrangères, mais nous avons aussi le ministère de la Justice qui a été assez intéressant pour nous. Et donc mon service a créé une nouvelle structure cyber qui maintenant, on a créé finalement un réseau de protection de nos institutions. On a maintenant un peu plus de 40 institutions qui sont dans ce réseau-là. Et c'est là que nous avons utilisé les jeunes, puisque c'est le nouveau challenge aussi pour tous les services. Comment attirer ces jeunes qui ont certaines capacités que nous, finalement, nous n'avons pas et nous n'aurons jamais. Et c'est là le vrai challenge pour nous. Et on a remarqué, l'idée de patriotisme, bien sûr, ça doit exister, c'est important, mais c'est peut-être moins important qu'il y a quelques années. Le niveau financier au niveau d'un État, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais on n'a pas les moyens de payer ces jeunes au niveau que ferait le service privé. Mais c'est le challenge qui les intéresse, c'est ce qu'on leur donne. Voilà, alors pour débuter, je ne vais pas garder
la parole, mais je reste à disposition pour des questions. Bien Merci. sûr. Alors, on a effectivement beaucoup de questions. Comme vous le disiez, les services secrets qui viennent s'exprimer à nos côtés depuis la Croatie, vous comprenez qu'on a envie d'en profiter un petit peu. J'avais une question sur le Centre national de cybersécurité que vous avez, qui est aujourd'hui mis en place. Quelles sont les grandes actions, quels sont les axes qui sont portés aujourd'hui par ce centre ? C'est d'abord la protection. Nous avons remarqué que certains États étaient très très agressifs vis-à-vis de nos institutions dans le lancer des attaques cyber. Nous avons constaté à un certain moment que nous n'étions pas prêts. Et vous savez comment ça se passe souvent. Les décisions viennent d'en haut, bien sûr, mais nos leaders politiques ne sont pas ceux qui doivent penser aux challenges et aux solutions que quelqu'un doit leur proposer. C'est ce qu'a fait mon service. Nous avons remarqué qu'il y avait un gap, un trou dans nos structures, qu'on avait besoin d'investir plus dans notre défense. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est pour ça. Donc je présume que pendant la Covid, il y a eu une augmentation des attaques cyber. C'est une chose, mais je suis persuadé qu'on n'avait pas les capacités avant de constater ces attaques, et on le fait maintenant. Et donc c'est ça la principale chose, parce que ce nombre d'attaques est vraiment impressionnant. Ce qui est bien pour un petit pays comme la Croatie, vous savez, on a besoin de faire partie d'une communauté. Pour ces grands challenges de sécurité, je présume que même un pays fort comme la France ne peut pas se permettre de se défendre seul. Et là, je parle par exemple du naming and shaming, de dire quels sont les pays qui ont attaqué, est très important. Et donc nous constatons depuis 2-3 ans que l'OTAN, l'Union européenne, ont commencé à désigner les États qui organisaient ces actions-là, ce qui est très important pour nous, pour la Croatie. Et c'est ça, c'est donc ces nouveaux challenges, c'est surtout pour l'instant la protection de nos institutions. On reviendra évidemment sur les partenariats et le collectif. C'est un des points clés qui a été évoqué depuis ce matin, et je sais, Général, que c'est un point que vous partagez. Vous le dites souvent, seul, ça n'est pas possible d'adresser ces challenges. Et ce côté fédérateur est aussi celui que vous portez avec la création en août de ce cybercommandement au sein de la gendarmerie nationale. Peut-être avant de revenir sur ces enjeux de coopération, on voit bien la cybercriminalité augmente. On parlait tout à l'heure ce matin de la dynamique qui était engagée par les États, par les entreprises. Force est de croire que les cybercriminels ont également adopté la même dynamique. Et d'ailleurs, je sais que maintenant, le phishing est en votre nom. Donc, ils ont été très réactifs depuis votre prise de fonction. Ils ont adapté les process. La puissance de demain sera celle des talents, on l'a dit. Comment aujourd'hui est-ce que la gendarmerie et le ministère de l'Intérieur s'adaptent à cette problématique des talents en termes de recrutement, en termes de formation ? Alors, vous avez parfaitement raison, Mélanie, la situation est relativement sérieuse. La cyberdélinquance, pour ceux qui l'ignorent encore, c'est 1 000 milliards de dollars par an au plan international. C'est 10 milliards rien qu'en France. Ce qui donne une idée, effectivement, de la puissance de nos adversaires, qui sont effectivement relativement agiles. Et je vous confirme, malheureusement, ils ont mis moins de 2 mois à savoir écrire correctement mon nom, mon prénom et mon grade, et mon titre, ce qui indique un peu une certaine réactivité. Alors, effectivement, tout seul, nous ne sommes rien. Collectivement, pris individuellement les uns avec les autres, même les États les plus en avance, et je pense que la France est pas trop mal placée dans cette capacité, mais tout seul on n'est rien. Il faut vraiment travailler sur un travail collaboratif, et c'est aussi bien au plan national qu'au plan international, c'est comme ça qu'on arrivera à lutter, casser la logique du pour soi pour passer à une logique du tous ensemble. Là-dessus, j'en profite pour faire une incise, le cybercampus, l'initiative du président de la République, qui regroupe dans un même site l'ensemble des composantes cyber de l'État français, monde privé, monde public, recherche, universitaire, start-up. Alors, je crois qu'on regroupe là, en mode coworking, voilà, un certain nombre de forces
qui sont de nature à faire progresser collectivement le collectif. Alors effectivement, sur comment est-ce qu'on recrute ces talents? Je vous confirme, même en France, ou surtout en France, je ne sais pas, nous n'avons pas les moyens de payer aussi bien que dans le privé, mais c'est effectivement au travers des partenariats, au travers des parcours de carrière, au travers des formations croisées, aussi bien au plan national qu'au plan international. Moi, j'ai des officiers qui sont partis se former dans des pays de l'Est, qui sont partis se former dans des pays de l'Europe du Sud, et l'inverse est également vrai. On a des relations internationales, je ne vais pas tous les citer parce que j'en oublierai, mais des Portugais aux Espagnols, aux Italiens, aux Allemands, aux Pays-Bas, aux Anglais, et j'en oublie assurément. L'objectif, c'est clairement que collectivement, on soit à même de monter une défense commune et que l'on progresse tous ensemble. L'objectif est d'augmenter ce niveau de résilience globale. Donc, côté gendarmerie, on a fait un choix très net, enfin, le on étant le directeur général de la gendarmerie nationale, Christian Rodriguez, puisque désormais, c'est plus de 40% de nos officiers qui, chaque année, sont recrutés avec un profil scientifique. C'est-à-dire qu'on bascule d'un recrutement, on a basculé d'un recrutement plus juridique et littéraire à un recrutement très clairement scientifique, ce qui permet d'avoir dans la durée des profils de très haut niveau dont on a besoin, notamment dans le cyber. Et j'ai la chance d'avoir dans mes équipes des experts techniques dont j'ai coutume de dire que moi qui ai un diplôme d'ingénieur, un DEA en informatique et un master de l'École centrale Paris, je suis un des moins capés de la bande. Les gamins ont tous des CV longs comme 2 bras, ce qui est très désagréable quand vous avez les cheveux gris, parce que vous dites que vous êtes clairement passé du côté obscur de la force, mais ce qui est plutôt rassurant quand on a besoin de combattre des cyberhackers. Donc c'est également pour les sous-officiers gendarmes, c'est ce qu'on appelle les e-compagnies. On a multiplié par quasiment 5 la formation sur le numérique. On passe de 7% à peu près à un peu plus de 30% pour nos élèves gendarmes. Et l'objectif, c'est qu'on irrigue une vraie dynamique numérique sur l'ensemble de nos unités. Voilà, en quelques mots. Il y a dans le rapport qui a été rendu par le célèbre général Marc Watin-Augouard sur faire de la cybersécurité un pilier de la souveraineté, il parle notamment, et Guillaume Clossat qui a co-travaillé avec lui en parlait ce matin, de créer un IHEDN de la cyber pour qu'il y ait une formation cyber qui soit partagée dans les différents États, donc ça ne soit pas que français bien sûr, mais dans les différents États européens pour ensuite mieux se comprendre, mieux se coordonner avec un socle de connaissances et de maîtrise qui soit identique, chacun pouvant bien sûr adapter. Est-ce que c'est une piste à suivre? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est souhaitable? Alors, oui, il est d'ailleurs plutôt de bon ton en général d'écouter ce que dit Marc Watin-Augouard. Il dit rarement des imbécilités. Généralement, il est dit 10 ans avant. Oui, c'est clairement, il dit rarement des imbécilités. En l'occurrence, il a parfaitement raison. Si on veut construire un socle et une vraie capacité commune au niveau Europe, et c'est bien là que ça va se jouer, et encore, l'Europe est presque trop petite, et on le voit dans tous nos partenariats, on joue également clairement à l'international, que ce soit avec les Américains, les Canadiens, les Australiens, enfin bon, ça tape vraiment le monde entier, on le sait. Mais déjà au niveau de l'Europe, si on veut construire ce socle et cette réponse commune, qu'on ait un institut de formation, on lui donnera n'importe quel nom au niveau européen, ça paraît particulièrement judicieux. Valérie Formonciano, on parle avec vous évidemment de ces talents et de la diversité. On sait, et vous avez publié une tribune dans ce sens, vous lancez un certain nombre d'initiatives aussi pour qu'il y ait plus de femmes dans le monde de la cyber et du numérique, puisque on voit qu'il y a une pénurie de talents. Il y a finalement très peu aujourd'hui de personnes féminines dans ces sujets. Alors ça progresse, mais on voit qu'elles sont encore minoritaires. Finalement, on a coutume aussi de dire qu'on se prive de 50% de la population alors qu'on a considérablement besoin de talents. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sur ce sujet pour les femmes, mais peut-être plus largement pour la diversité au sens large? Il y a des initiatives aussi dans les quartiers politiques de ville où là aussi, il y a du chômage, il y a des jeunes talents à aller chercher, qui ont envie de rejoindre cette aventure. Finalement, c'est aussi une égalité des chances.
Alors moi, tout d'abord, merci pour l'invitation et j'aimerais partir du micro vers le macro ou du macro vers le micro. On verra comment on s'organise, mais on a aujourd'hui une jeunesse qui a besoin de sens. Et ça, je trouve que c'est un changement de paradigme parce que la question du prix, la question du salaire, cette question-là était vraie il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui est prête à passer quelques années au service de son pays et être payé moins que dans le privé. Et donc, il faut créer impérativement la perméabilité entre le public, le privé, pour pouvoir justement leur donner cette opportunité de faire carrière et évoluer sans renier cette carrière-là à travers le public et le privé. Donc ça, c'est intéressant et donc il faut qu'aussi nos institutions s'ouvrent pour permettre cela. Les formations, je réitère, je l'ai dit à de nombreuses reprises, la formation au numérique, la formation au cyber doit être transversale. Elle doit traverser tous les métiers. Il y a effectivement besoin d'ingénieurs, il y a besoin de scientifiques, mais il y a aussi besoin de magistrats qui peuvent traiter des sujets cyber parce que notre police et notre gendarmerie sont montés en compétences, ont élaboré énormément de partenariats, remontent de plus en plus d'affaires aux magistrats. Et du coup, ça bloque en termes de capacité, de nombre dans les territoires. Aujourd'hui, comment un chef d'entreprise qui se fait attaquer d'une PME, comment il procède? Voilà, où est son guichet, comment il est suivi? Et donc, on a besoin vraiment de transversalité. Et puis, la diversité, elle est extrêmement importante parce que malgré le fait que ce sont des matières scientifiques, le numérique, c'est du langage. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc, du coup, si on n'a qu'une petite partie de la population qui rédige les solutions de demain, elles seront forcément biaisées parce qu'on a tous un point de vue culturel personnel selon son vécu, selon sa position sociale, selon son sexe. Et donc, il faut qu'il y ait de plus de diversité possible pour qu'il y ait de plus de solutions possibles et que ce langage-là puisse répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Donc la représentativité dans la tech et dans la cyber, elle est extrêmement importante. Donc quand on a dit tout ça, comment on monte à l'échelle et comment on fonctionne? D'une part, en termes de textes législatifs, qu'il s'agisse des textes français ou européens, il faut permettre la perméabilité entre le public et le privé. En France, on a fait pas mal de choses en la matière. Il faut qu'il y ait la perméabilité aussi entre la recherche fondamentale et les postes productifs, dira-t-on, dans l'entreprise ou dans le public. Ça aussi, on a travaillé là-dessus, mais je pense qu'au niveau européen, il faut aussi qu'on aille plus loin. Les échanges internationaux, on a besoin de faire circuler globalement la compétence. Parce que, comme vous l'avez très bien dit dans un français impeccable, je tiens à le saluer, on n'est pas tous au même niveau. La France a des institutions plus historiques, plus solides. Il y a des pays de plus petite taille mais qui ont bien progressé. Il y en a d'autres qui commencent à prendre en charge la question cyber. Mais c'est notre défense de l'Europe. On est tous interconnectés. Donc, si on n'est pas tous au niveau minimum, ça va être problématique assez rapidement. Parce que le danger de la cyber, c'est la massivité, c'est le côté systémique, finalement, d'une attaque potentielle. Donc, à partir de là, il faut qu'on fasse circuler les talents aussi à travers toute l'Europe pour pouvoir échanger le niveau de compétences acquis de par-ci et de par-là. Donc, il faut qu'on ait plus d'échanges internationaux d'étudiants déjà à la base. Il faut qu'on ait plus de visibilité, de lisibilité que sont les métiers de la cyber. Il faut les incarner, donc il faut qu'on ait des rôles modèles. Là, on a un vrai sujet de féminisation, c'est-à-dire qu'on invite plus de femmes pour en parler. Il faut qu'elles soient aussi aptes à venir se mettre en lumière, parce que ça peut être compliqué parfois, pour incarner, pour que les jeunes gens aient une autre représentation que le garçon à capuche ou la fille tatouée avec les cheveux violets, que ça leur ressemble un petit peu plus. Et donc, qu'on monte comme ça en compétences de manière régulière, en mettant aussi au niveau des directives européennes un certain nombre de points d'ancrage
pour permettre ces échanges, pour permettre cette circulation, que ce soit un point stratégique sur lequel on met les moyens aussi, parce qu'il s'agit de la protection de nos populations, de notre économie et de notre territoire. Hier, j'étais au lancement par Madame la ministre Parly de la doctrine de lutte informationnelle. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on va mettre les moyens en France en place pour pouvoir lutter contre la désinformation, voire faire de l'influence informationnelle avec l'éthique évidemment qui nous caractérise en respectant le droit international. Mais c'est indispensable. Il faut que ce soit le cas partout en Europe. Sinon, on a non seulement des attaques qui vont venir poser problème techniquement sur le fonctionnement d'une institution, d'une entreprise ou autre, mais on aura aussi potentiellement des mouvements populaires qui auraient été incités à faire telle ou telle chose par la désinformation. Donc on a vraiment besoin de cette couverture massive parce que la guerre hybride existe et avec la crise sanitaire, le cyber, le monde digital est devenu un nouveau lieu d'influence, de lutte, de guerre même parfois, qu'on doit impérativement investir. Et donc pour créer les talents, il faut qu'on aille très très vite parce qu'on est déjà en pénurie forte. Donc il n'y a pas que la jeunesse, il y a aussi la reconversion où il faut qu'on aille chercher des gens qui pourraient se reconvertir rapidement et donc du coup qui auront besoin d'une partie de la formation pour monter en compétences. Mais c'est vital. C'est vital, essentiel. Effectivement, dans ce nouvel espace de conflictualité dont vous parliez, Monsieur Marquis, j'aimerais qu'on évoque avec vous. Alors, on a parlé justement de ce socle de formation, de compétences européens que nous pourrions partager avec les différents États. Est-ce que c'est quelque chose qui fait sens et c'est quelque chose à laquelle peut-être vous réfléchissez d'ores et déjà ? Moi, je suis absolument convaincu qu'il n'y a pas d'autre solution. Pas seulement pour la Croatie, pour les 27 pays européens. Il est important de se regrouper, de travailler ensemble, même si souvent, par exemple, au niveau des services de sécurité, il y a cette question de sécurité nationale qui appartient à l'État. C'est toujours la question de l'article 4.2 de la Constitution européenne, mais on n'a pas d'autre solution. J'étais hier, moi aussi, à une conférence à New York, et j'étais organisé en particulier par l'État israélien et par des entreprises israéliennes. Et c'est là qu'on voit quand même une autre mentalité. Et je pense qu'on devrait peut-être prendre en compte cette mentalité et essayer de faire, pas de copier, mais d'adapter ça à nos besoins à nous. Je peux prendre l'exemple d'un jeune directeur d'entreprise israélienne qui travaille dans le cyber, qui a commencé par son CV. Et donc, quand vous entendez ces personnes-là dire « Bon, moi, jusqu'à 18 ans, j'étais au lycée, puis j'ai fait 5 ans d'armée dans l'unité telle et telle. Après l'armée, j'ai créé mon entreprise dans le secteur cyber, puis je suis revenu travailler pour l'État. » Enfin, pour nous, jusqu'à récemment, pour la Croatie, c'était impensable d'avoir tant de passerelles entre le privé et le public. Donc pour les jeunes ingénieurs, et c'est comme vous l'avez dit, on a déjà changé de mentalité. Jusqu'à récemment, nos officiers, on mettait du temps à les former, mais ensuite ils restaient très longtemps dans le service. Les jeunes ingénieurs, on ne perd pas beaucoup de temps à les former, mais ils ne restent pas très longtemps, ils restent quelques années. Et on s'est adapté. Par contre, ce qui nous manque maintenant, c'est peut-être un retour. C'est ce qui est encore un peu difficile pour notre administration. Mais pour revenir à votre question, je reste convaincu qu'il n'y a aucune autre solution quand vous voyez les puissances dans le monde actuel au niveau cyber. Comment est-ce que vous adressez aujourd'hui, parce qu'on a compris que vous aviez besoin aussi de talents et qu'on a des difficultés tous à les trouver, comment est-ce que vous abordez cette dimension pour créer de nouvelles formations, pour penser les métiers de demain? Parce qu'il y a cette dimension aussi, c'est qu'aujourd'hui on a des pénuries et on sait que les métiers de demain, on ne les connaît pas encore. Mais pourtant c'est aujourd'hui qu'il faut préparer demain. Comment est-ce que vous abordez cette dimension-là? Eh bien déjà, de participer à un tel événement, c'est une des choses que l'on prenait en compte, c'est de faire parler un peu
des services. Beaucoup de choses que l'on fait, on ne peut pas en parler. Mais il faut intéresser les jeunes. Et donc de participer à tel événement, ça nous est utile aussi. Donc je le fais avec plaisir. Mais c'est de les intéresser. Il y a quelques années, on s'adressait aux étudiants de 5e année. On est passé aux 4e année, 3e année, 2e année, on en est au lycée maintenant. Nous, on discute déjà avec des directeurs de lycée, on essaye d'intéresser les jeunes très très tôt. Hein. Ensuite, les filières en Croatie pour se former sont beaucoup moins nombreuses que dans certains pays de l'Union européenne. Et c'est là encore, au niveau de la formation, que cette unité européenne est très importante. Sur cet aspect de coopération générale, c'est un point que vous avez souligné tout au début, c'est absolument essentiel. Ça dépasse évidemment le cadre des compétences, on l'a bien compris, mais sur cet enjeu, comment est-ce qu'on peut renforcer cette coopération? Avec quel pays, avec quels acteurs on peut pousser plus d'actions encore? On a la Croatie, on a l'Ukraine, alors qui n'est pas un État membre, mais qui a ce matin montré une réelle volonté de partager, de co-construire sur ce sujet de la cyber et des compétences notamment. Est-ce qu'il y a d'autres États aussi? Alors, très clairement, et je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit, on l'a bien vu, le travail collaboratif s'impose, et 2, tout seul, nous ne sommes rien. Pour travailler sur la partie formation, ça s'applique également à cette partie-là. Alors moi, j'ai la chance en gendarmerie de pouvoir à la fois recruter des officiers qui restent qu'un certain temps chez moi avant de repartir, ce qui me permet ces passerelles faciles. Et 2, j'ai la chance d'avoir la possibilité d'avoir des réservistes qui sont des personnes du privé qui viennent travailler un certain nombre de jours par an. Donc voilà, c'est une facilité dont j'use et j'abuse. Mais en termes de formation, on le voit bien, là aussi, c'est en travaillant, et on a d'innombrables contacts avec le monde universitaire, pour à la fois générer, impulser des formations, travailler sur la formation continue de nos personnels, travailler sur la formation des étudiants, les intégrer au sein de mes équipes, à la fois pour bénéficier des derniers up-to-date, et puis de recruter des talents. Et chaque année, je prends un certain nombre d'alternants parmi mes équipes, voilà, pour les accompagner tout au long de leur formation et y détecter un certain nombre de talents. Mais il y a derrière plein d'idées possibles. Je vous encourage, pour ceux qui ne l'ont encore pas fait, et j'ai commencé à mettre au défi un certain nombre d'industriels de faire plancher leurs ingénieurs là-dessus. Si vous allez sur le stand du ministère de l'Intérieur, vous verrez un jeu sur les objets connectés qui présente le ComCyber. L'intérêt de ce jeu, outre le fait qu'il présente le ComCyber voilà, de façon un peu cyber-orientée, c'est que pour les plus perspicaces et les meilleurs d'entre eux, ils trouveront à l'intérieur un autre jeu qui, s'ils arrivent au bout, ils pourront bénéficier d'une adresse mail qui permettra de nous contacter en direct. Et bien évidemment, derrière cette face cachée, nous allons détecter un certain nombre de profils de très haut niveau qui pourraient venir travailler avec nous. Donc voilà, j'ai commencé à lancer le défi à quelques industriels, j'en profite pour le lancer aux personnes présentes. Après, avec quel pays travailler? On le voit bien, le cyber, c'est vraiment une problématique internationale. Il n'y a pas des pays avec qui travailler et d'autres avec qui ne pas travailler. On peut avoir des difficultés d'approche ou des approches différentes, mais on le voit bien, la coopération au plan international marche bien dans le cyber. Et c'est un vrai besoin, tout le monde en est bien convaincu. On prend voilà, les pays de l'Europe de l'Est, les pays de l'Europe du Sud, on prend le continent américain, on prend les Australiens, les Japonais. On le voit bien, on a des partenariats incessants, à la fois en termes police judiciaire, mais également en termes techniques. Alors en termes techniques, il y a une petite particularité sur les partenariats internationaux, c'est qu'on ne rentre pas parce qu'on s'appelle la gendarmerie nationale ou même la France. On rentre uniquement à la compétence technique. C'est-à-dire c'est de la cooptation entre experts de très haut niveau. Et là encore, voilà, j'ai de la chance, le prochain groupe international, la prochaine réunion du groupe international se passe chez moi. Et je sais que ça va me coûter quelques euros en pizza, puisqu'ils sont fermes pendant 15 jours.
Et normalement, à la fin des 15 jours, le défi technique devrait être résolu. J'attends impatiemment la fin pour voir s'ils sont à la hauteur de leurs compétences. Mais quand je vois les CV de ceux qui se présentent, qui ne sont pas tous avec des têtes de gendarmes, hein, j'ai des barbus cheveux longs en t-shirt, voilà, un peu spécifique. Mais c'est clairement, voilà, ce travail partenarial, il marche bien. Donc pour répondre à votre question, Mélanie, avec quel pays travailler, j'aurais tendance à dire avec tous ceux qui veulent travailler sur le cyber. Donc un appel à vœux bien entendu, et puis un appel au recrutement aussi que l'on a bien entendu également. Je ne rate jamais une occasion d'essayer de recruter du monde. On sait pouvoir vous faire confiance. Si je peux me permettre, apparemment on s'amuse beaucoup à la gendarmerie. Hein. Ah, vous pouvez, parce qu'en fait, pour la petite histoire, le jeu en question a été fait par un de mes officiers qui m'a fait ça le soir et le week-end. Qui a tout construit ça de A à Z. Et évidemment, comme c'est un geek, il me l'a entièrement développé en latex, de façon à ce que ça soit réutilisable et extensible. Donc en plus, vous voyez, même là derrière, il y avait une performance technique, et c'est complètement en dehors des heures, alors qu'il était en congé, je tiens à le souligner. Quelle implication dans la mission, et peut-être que M. Markic pourra venir vous rendre visite et pourquoi pas assister à cette session pour découvrir si les talents ont été à la hauteur de leur CV. J'espère qu'on aura droit aussi à un petit rétexte pour savoir ce qui s'est dit. Promis. Sur, ce qui s'est dit, non. Je vous dirai s'ils sont arrivés au bout ou pas. On essaye toujours. Peut-être, Valéria, j'aimerais revenir avec vous sur un des autres aspects. On a parlé d'élargir l'accès au monde cyber, à la formation, au recrutement. Il y a l'autre volet qui est aussi très important, qui est la qualité. La qualité des formations, la qualité des talents qu'il va falloir effectivement embarquer dans cette aventure cyber. Il y a un vrai travail à faire aujourd'hui sur les formations qui sont proposées, plus de formations, mais aussi une montée en gamme de celles-ci. Je pense qu'il faut un petit peu tous les niveaux de formation parce que le numérique, c'est comme le monde industriel. Finalement, il y a tout type de besoins. Donc, dans la cyber, il n'y a pas que la cyber, comme je disais. Il y a un peu d'intelligence artificielle pour l'automatisation d'un certain nombre de process. Enfin, il y a un peu de tout. Donc, il y a du codage de base, il y a de l'ingénierie de haut vol. Donc, il faut pas enfermer ça. Et du coup, ça me permet de revenir un petit peu sur les propos qui viennent d'être tenus. Geek, pizza, porte fermée. Vous voyez, on a déjà du mal à véhiculer une belle image de la cyber, donc il faut revenir là-dessus. Ah, alors moi, au contraire, moi je trouve ça splendide. J'adore les barbus avec les cheveux longs qui viennent à côté des uniformes de gendarmerie. Ça permet de montrer qu'on n'est pas complètement obtus. Moi, j'aimerais bien qu'elle ait des cheveux longs, mais qu'elle soit pas barbue si elle le souhaite. Mais si elle le souhaite, elle peut être barbue. Je vous dirais, pour le moment, je ne les ai encore pas tous vus. Hein. Donc, du coup, il faut qu'on ouvre les esprits aussi. C'est un réflexe. Hein. Je veux dire, je ne traite pas la gendarmerie de misogyne, pas du tout. Ce que je dis, c'est un réflexe. C'est des habitudes, c'est ce qu'on voit sur le terrain. C'est une réalité, donc du coup, on utilise ce vocabulaire de manière habituelle et il faut qu'on aille chercher plus loin les talents. Effectivement, la qualité de la formation est indispensable, le nombre de places est indispensable, mais aussi le nombre de recrues. Donc en fait, c'est un travail qui doit être conjoint et qui doit être fait par les futurs recruteurs qui doivent énoncer clairement quels sont les besoins de terrain à court, à moyen et à long terme pour ce qu'ils en savent, pour que la formation s'adapte. Il faut qu'il y ait de la formation tout au long de la vie parce que sur les questions digitales, on a une évolution qui est extrêmement rapide. On ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un qui se forme pendant 5 ans parce qu'il est has-been au bout de la première année. Déjà, ce qu'il apprend sera plus vrai quand il sortira de ses études. Donc, il faut vraiment qu'il y ait de l'apprentissage. Et je pense qu'il y a une partie qui doit se faire en apprentissage. C'est indispensable pour être agile, pour être à jour des formations et puis aller chercher les jeunes qui rentrent dans ces filières-là, qui s'intéressent à ces filières-là, mais les gens aussi en reconversion qui s'intéressent à ces filières-là parce que même si on ouvrait plus de formations, je ne suis pas persuadée qu'on aurait plus de recrues spontanément. Je suis même presque sûre qu'il y a des places vacantes chaque année pour les peu de formations qu'on connaît et qu'elles prennent pas trouvent pas preneur du fait même que c'est des métiers qui ne sont pas connus
c'est des images qui ne sont... ça reste un milieu opaque pour le grand public. Il faut qu'on en parle beaucoup plus et anxiogène. Attention à ça aussi. J'ai eu beaucoup de mal à faire parler de la cyber dans la presse il y a 4 ans. Aujourd'hui, ça devient un peu plus démocratisé parce qu'on me disait que c'est des sujets anxiogènes. Et donc, du coup, il faut donner une autre image à la cyber, une autre image au métier de la cyber. On n'est pas avec un milieu sombre, darknet, capuche et pizza. On est plutôt des chevaliers blancs qui vont sauver l'économie, qui vont sauver, qui vont protéger nos concitoyens contre ces attaques-là. Je pense qu'il faut renverser la vapeur, vraiment. Monsieur Markic, j'aimerais qu'on évoque avec vous et au sein des services secrets, forcément, c'est des sujets qui vous parlent. On parle des métiers, on parle souvent, effectivement, on parle de cyber et de numérique, on parle d'ingénieurs, on parle de code, etc. Il y a aussi besoin, dans ces métiers-là, de spécialistes en géopolitique, d'experts qui comprennent ce qui se passe aussi dans le monde, parce que si on ne comprend pas la menace, on va avoir aussi du mal à la traiter. Il y a aussi des aspects de communication, de sociologie. C'est une pluralité de métiers qui rentrent dans cette communauté cyber. Comment vous l'adressez aujourd'hui pour mieux comprendre ce monde qui est très agile et très instable aussi? Tout à fait. Hein. Comme je l'avais dit, nous avons le sentiment que les menaces du monde réel se reflètent dans le monde numérique. Donc forcément, vous avez besoin des gens qui comprennent la menace réelle de ce côté-là, du côté numérique. Si on parle par exemple des menaces terroristes, c'est là qu'on retrouve dans le monde numérique les mêmes choses qu'on a dans le monde réel. Les questions de radicalisation, les questions de recrutement, les questions de financement du terrorisme. C'est des choses qu'on retrouve dans le monde numérique et on a besoin donc de gens qui traiteront ça aussi. Donc ils ne sont pas spécialisés cyber, mais ils doivent comprendre la chose. Et comme l'avait dit Madame le député tout à l'heure, pour nous, surtout dans la région du sud-est de l'Europe et un peu plus loin dans les Balkans occidentaux, ces menaces hybrides qui sont pour nous très très importantes, peut-être qu'on ressent un petit peu moins, je dirais, dans certains pays de l'Union européenne, même si cela existe. Ces menaces, pour nous, sont très, très importantes. Et ces menaces hybrides, c'est dans le monde numérique qu'elles existent vraiment. Surtout dans une région, par exemple, comme la mienne, où les langues sont très similaires. Donc, pour lancer des attaques hybrides, vous n'avez pas besoin d'avoir un appui concret, par exemple, en Croatie. Vous pouvez utiliser des États voisins de la Croatie avec des langues similaires. Et quand vous êtes journaliste, vous savez un peu maintenant comment fonctionne le monde de l'information moderne sur l'Internet. Il suffit de lancer une pierre et puis vous avez des répercussions assez importantes. Et c'est là encore qu'on a besoin de gens spécialisés pour ces questions-là, de l'autre côté du rideau, je dirais. Effectivement, c'est un point, peut-être le dernier sur lequel on peut revenir, Général, avant de terminer cette session, sur cette puissance de l'Internet et sur les réseaux. C'est évidemment un monde que vous investissez particulièrement. Comment est-ce qu'on adresse aujourd'hui cette échelle, cette menace sur les réseaux sociaux au sein de la gendarmerie, encore une fois avec de nouvelles compétences dont vous allez avoir besoin? Oui, j'aurais tendance à dire, par peur de me répéter, que c'est vraiment en travaillant tous ensemble. Et c'est vraiment en étant en permanence à la pointe de ce qui se fait. Pourquoi ? Parce qu'on est face, et que l'on soit, je vous rassure, Madame la députée, homme comme femme, mais je n'ai jamais aucun problème à avoir un personnel féminin ou qui que ce soit interagir dans mes équipes. C'est plus mon image du barbu cheveux longs, c'est qu'il déroge vraiment à l'image du gendarme. C'est la diversité au sein de la gendarmerie. Alors que c'est le début de la diversité, oui. Alors que la partie, le personnel féminin, lui, ne déroge absolument pas, puisque nous avons de très très nombreux personnels féminins parmi nous. Et certaines étant particulièrement émérités. Voilà, cette petite précision faite pour... c'est vraiment en étant à la fois à la pointe du progrès pour taper le très très haut du spectre, mais également en étant le plus en connexion avec le monde... et l'ensemble de nos partenaires pour adresser la masse, puisqu'on voit bien qu'on fait le grand écart, pour ce qui me concerne, entre une délinquance de masse d'un côté, où j'ai besoin d'énormément de partenaires, d'énormément de relais, pour arriver à protéger nos collectivités, notre population et nos acteurs économiques, par exemple,
Et puis à l'inverse, sur le très très haut du spectre, j'ai besoin d'experts de très très haut niveau. Et là encore, il faut qu'on travaille en commun, il faut qu'on s'échange l'information pour être en permanence au top du top, de façon à lutter efficacement contre nos délinquants qui, encore une fois, s'organisent vite. Je ne saurais vous redonner la parole, Mélanie, sans insister sur un point qui me paraît extrêmement important et qui est, je dois l'avouer, une saine découverte ou une découverte particulièrement agréable pour moi, c'est l'état d'esprit de nos industriels. Dans le cyber, peut-être plus qu'ailleurs, nos industriels sont vraiment sur un mode collaboratif. Je le dis, je vous vois difficilement avec les spots, mais je pense qu'il doit y en avoir parmi vous. Félicitations, vous avez un bel état d'esprit, vous avez votre logique économique, votre business model, évidemment, vous vivez pour ça. Mais derrière ça, il y a une vraie logique collaborative et on peut monter des partenariats avec les gros, avec les petits, français comme étrangers, qui sont à souligner. Vous avez un bel état d'esprit. Je pense que voilà, vous êtes aussi une partie complètement prenante dans la manœuvre pour arriver à ce qu'ensemble, notre réponse soit du bon niveau et à la hauteur des enjeux. Voilà, Mélanie. Merci beaucoup, Général. Et ça fait complètement écho à ce qu'on disait sur l'ouverture de cette journée, où adresser ces challenges et ces défis à horizon 2030, puisque nous nous projetons dans cette prochaine décennie, c'est évidemment d'associer l'État, l'éducation, les entreprises, et avec la finalité qui est bien celle des citoyens. Et donc, ça revient à ce que vous avez évoqué tous les trois sur cette session, et ce dernier mot du collectif que nous retiendrons, des compétences et du collaboratif pour adresser ces défis de demain. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette session pour cette matinée qui fut particulièrement riche et dense. On se retrouve à 14h15 avec l'allocution du ministre d'État et de la gouvernance grecque qui donc s'adressera à vous sur ces sujets de souveraineté numérique européenne. Et puis on poursuivra cet après-midi avec l'innovation, la donnée, l'éthique et les technologies stratégiques de rupture en matière de numérique. Et on terminera cette journée avec l'ambassadeur Henri Verdier qui nous fait l'amitié d'être avec nous sur cette fin de journée. Je vous souhaite un très bon appétit. Merci d'avoir été avec nous.